prochaine demi-heure. Donc, je suis Christophe Clairaut, chef du département XEL, au sein de DGAMI. Donc, XEL, donc expertise d'évaluation logicielle. Donc, pourquoi est-ce que la DGA s'intéresse au logiciel? A priori, dans tout ce que la DGA supervise, en fait, la DGA réceptionne tous les matériels qui sont au sein des forces. Oui, ah d'accord. Donc, du logiciel, il y en a un petit peu partout, dans tout ce qui vole, tout ce qui coule et tout ce qui flotte. Et notamment donc, au milieu. Donc, le département XEL gère essentiellement tout ce qui est sécurité. Donc, toutes les communications inter-composants, les composants pouvant être un avion, un missile, utilisent des communications chiffrées. Et l'essentiel du travail du département est de s'assurer que les logiciels qui sont développés, les logiciels de crypto, sont sûrs. Et donc, ne puissent pas révéler d'éléments sensibles par des attaques par canaux auxiliaires. Donc ça, c'est la mission initiale du département XEL. Donc, on s'intéresse au code généré, donc on analyse les codes sources, on travaille essentiellement en boîte blanche. Donc, on réceptionne les codes de nos industriels. Donc, les industriels étant Thales, MBDA, Safran, et j'en passe, et leurs sous-traitants aussi. Et donc, on s'intéresse donc aux produits de sécurité. Donc, tout le code qui est développé, en fait, la petite pastille en verte, c'est initialement tout ce qu'on regarde. Donc, une fois de plus, on regarde en boîte blanche, donc le code, et on regarde comment les éléments secrets sont gérés au sein du logiciel. Au fur et à mesure des évaluations, quand on va voir les industriels pour prendre connaissance de ce qu'on a à faire, ce qu'on appelle la cible de sécurité, on leur demande comment ces logiciels qui sont développés par leurs soins atterrissent dans le matériel final. Et des fois, on s'aperçoit que les industriels, donc ils développent leur propre code, mais ils intègrent des composants, donc des composants maîtrisés, par exemple des briques crypto qui peuvent venir de la DGA. Donc on suppose que ceux-là ils sont maîtrisés, quoique il faut maîtriser. Et il peut aussi y avoir des composants non maîtrisés. Donc, par non maîtrisé, j'entends que, par exemple, ils peuvent récupérer des logiciels d'un sous-traitant qu'ils intègrent dans leur propre logiciel. Par exemple, des logiciels de carto, je ne sais pas si c'est Dassault ou Safran, ils ne vont pas faire leur logiciel pour représenter la carto à l'écran, mais c'est sous-traité à un autre prestataire. Et donc, pour la petite anecdote, je vais voir un industriel et puis donc je fais une prestation, je définis le périmètre de sécurité avec lui. Et puis bon, comme j'avais bien potassé la doc, j'avais vite compris comment ça marchait. Il dit, tiens, j'ai un peu de temps, on va voir un petit peu tout ce que vous intégrez dans votre brique. Et là, donc, je passe des outils. Donc, on travaille beaucoup avec des outils d'analyse statique pour récupérer les codes, enfin les problèmes les plus communs qui sont liés au langage d'implémentation. Et là, je vois que ça commence à sonner un petit peu partout, et dans du code qui n'est pas développé par leurs soins. Je dis, là, il y a un problème. Là. Ah oui, mais c'est pas nous, c'est du code. Oui, mais ça arrive quand même dans votre ligne finale. Et le problème en question, c'était des buffers overflow sur un stack USB. Donc, potentiellement, si j'étais attaquant et que je savais ça, ça pourrait mener à une compromission. Donc, je vais quand même suggérer d'aller voir à son fournisseur, parce qu'une fois de plus, c'était un fournisseur qui fournissait cette pile logicielle, et de le mettre à jour. Déjà lui demander si les problèmes avaient été corrigés, et s'ils avaient été corrigés, au moins mettre à jour leur librairie pour que eux soient au moins une version un peu plus stable. Donc, ça a été fait, et donc, du coup, quand on est revenu et qu'on a repassé les outils, c'était beaucoup plus calme. Mais n'empêche que l'industriel n'avait pas eu la démarche de correctement gérer ses dépendances, ce qui nous occupe aujourd'hui. Donc là, c'est les composants donc, non maîtrisés, et ensuite, donc, ce qu'on appelle la chaîne de build, ou chaîne de transformation, et dans notre acronyme à nous, c'est CPL,
chaîne de production logicielle, eh ben, on peut avoir des outils, donc des outils maîtrisés, compilateur par exemple, on touchera 2 mots à la fin, mais aussi des outils qui peuvent faire des modifications de binaires pour générer d'autres binaires. Par exemple, il y a certains programmes qui utilisent des logiciels d'obfuscation. Donc en fait, ils prennent un binaire, donc c'est du bytecode, et en fait, ça passe dans cette moulinette et ça génère un autre binaire obfusqué. Et quand on leur demande, bon, ben, où est-ce que vous l'avez, ce truc-là, eh ben, on dit, ah bah c'est une petite PME qui nous le donne, et puis on y accède en FTP, ils nous disent quand il est dispo, et puis ben, on le récupère, et puis on l'intègre. Ok, bon, c'est quand même un petit peu moyen comme gestion de produits tiers. Minimum, il y avoir une liaison sécurisée, c'est un FTP. Hein, à voir, est-ce qu'il y a une notion de condensat pour savoir si tout s'est bien passé? Non, pas du tout. Bon. Donc, il y a du chemin à faire avec nos industriels. Et donc, tout ça, donc, pour, au bout du compte, fournir un logiciel et qui est à part du code que nous, on a audité, dans le logiciel final, bah, souvent, elle peut être assez convolue. C'est-à-dire que nous, on a regardé du code, quelques lignes qui donnent une DLL de quelques kilos, allez, et tout ça, c'est noyé dans un soft qui gère allègrement 250 ou 300 DLL. Donc, est-ce que ça vaut le coup de regarder? Oui, mais on dit, il n'y a peut-être pas que ça. Voilà. Donc, ce qui nous a amené à modéliser donc, ce qu'on appelle la chaîne de production logicielle. Donc, initialement, ce qu'il y avait là, tout ce qui est en bleu ici, c'était notre prestation initiale, c'est-à-dire on regarde la sécurité d'implémentation, voir si tout ça c'est correctement implémenté. Mais en fait, on a étendu donc notre prestation à regarder comment les codes sont gérés, l'équipe de développement, et donc comment les codes sont stockés, et comment est-ce que le code est transformé en binaire pour être intégré dans des packages, pour être ensuite distribué aux forces. Donc en fait, tout ça, donc, on a été audité quelques industriels. Donc il faut les logiciels qui sont regardés par nos soins, on peut quand même les séparer en deux groupes. Le groupe qui fait, comment dire, du logiciel embarqué, où là, on passe par des cross-compilateurs avec des environnements plutôt bien maîtrisés, et le groupe de ceux qui développent pour des plateformes style Windows, où là, il y a pas mal d'outils tiers qui rentrent en ligne de compte, et la machine de développement n'est pas forcément identique d'un développeur à l'autre, et quant à la cible, il n'y a pas de garantie finale. Donc en fait, quand on regarde tout ce qu'on a vu, ici au niveau de la gestion du code des développeurs, bah, on s'aperçoit que les gens ont accès à peu près non seulement à leur repo du projet dans la globalité, donc branche de développement plus branche d'intégration s'il y en a, mais aussi le script et éventuellement des projets que font les petits copains. Donc, limite, un programmeur déviant ici, s'il veut aller torpiller le projet d'à côté, il a les creds qu'il vaut, et puis il peut y aller sans problème. Il y a aussi pas nécessairement du peer review qui est fait, c'est-à-dire que les développeurs peuvent intégrer leur code comme bon leur semble, dans n'importe quelle branche, et surtout dans la branche d'intégration, une fois de plus, s'il y en a. Ce n'est pas forcément le cas. Ici, donc, là, le repo, donc, il est ce qu'il est. Il n'est pas forcément sécurisé, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de droit d'admin, à peu près comme on l'a vu tout de suite, hein, un développeur peut aller rajouter du code ici pour injecter une faute et donc torpiller le logiciel.
Durant la phase de compile, donc là en fait, j'ai mis une compilation, mais la phase de transformation, c'est peut-être plus adéquat, parce qu'il peut y avoir une compilation, plusieurs compilations, transformation du code. Bon, le processus peut être plus ou moins compliqué suivant la cible qui est générée. Mais donc, en fait, là, on peut avoir l'intégration de librairies tierces, de fichiers de sources tiers, qui sont donc ajoutés lors de la phase de transformation. Et ici, une fois de plus, la façon dont ces fichiers sont récupérés peut laisser à désirer. Ici, lors de la génération du binaire, il n'y a pas de contrôle d'intégrité qui est fait. Bon, ça, c'est à peu près pour tout le monde. Hein. C'est pour vérifier que les binaires générés sont bien générés à partir de sources connues. Donc, non seulement ceux qui sont maîtrisés en base, mais aussi ceux qui sont rajoutés, qui devraient aussi venir d'une autre base, hein, mais ceux qui sont rajoutés au titre des tierces parties. Ce qui fait que ici, on n'est pas capable de se rendre compte si du code a été injecté à la volée, ou si un fichier qui est arrivé par hasard lors du build et qui a été pris par la chaîne de transformation. Une fois que les binaires sont générés, donc ils peuvent aller dans les phases de test. Donc j'ai vu des cas où le binaire sort de la chaîne de transformation, et ensuite il est mis sur une clé USB, et ensuite ça arrive sur une autre machine sur lesquelles donc les tests sont faits. Donc je leur demande qu'est-ce qui m'assure que le binaire que vous testez là, c'est bien celui qui est sorti. Rien. Donc il n'y a même pas un petit contrôle d'intégrité qui peut être fait pour s'assurer au moins que le binaire qui est testé est bien celui qui est sorti de la chaîne de compil. Enfin, donc, quand les tests sont faits et que les packages sont générés, une fois de plus, il n'y a pas de contrôle d'intégrité entre ce qui constitue le package et les binaires qui sont sortis de la chaîne de compil. Souvent, ça arrive que les binaires soient pris à la main pour générer, c'est sur notre machine qui va packager tout ça. Le meilleur des cas étant que la machine qui sert à faire la compilation, en fait, elle est gérée par les officiers de sécurité qui font leur MCO, MCS pour ajouter les patchs, mettons que ce soit une machine Windows. Tous les 15 jours, il y a des patchs qui descendent par l'officier de sécurité, par le RSSI, pour mettre la machine à jour. Et ce qui fait que si le logiciel ici reship une Dell système, eh ben, comment est-ce qu'on s'assure que c'est compatible avec la machine qui est là? Solution, on image la globalité du PC et on met ça sur un DVD et comme ça, on masterise le DVD, par exemple la station, avec l'image qu'on a générée. Est-ce qu'on a un contrôle sur ce qu'on a généré? Contrôle moyen. Et donc, je leur dis là, mais bon, là, la machine là, qui vous sert de faire la transformation, est-ce que vous la remettez à zéro de temps en temps? Parce que est-ce que vous êtes capable, en gros, de me refaire un build à l'identique? Et là, quand je pose la question, on me regarde avec les yeux ronds en disant bah non. Donc je vous dis, si là vous envoyez un soft dans la nature aujourd'hui, et que dans un an, il y a un problème, vous n'êtes pas capable de me dire si eux, ils sont faits poutrer, ou alors si c'est vous qui avez déjà le problème. Parce que comme on n'est pas capable de reproduire les builds à l'identique, ça va être compliqué de reproduire le build qu'on a fait il y a un an. Et comme en plus, les softs ne sont pas forcément sanctuarisés, pour faire une comparaison entre ce qu'il y a là et ce qu'il y a là, ça peut être compliqué. Donc en fait, il y a toute une phase de la gestion de vie du logiciel, donc que ce soit du code source à l'opération,
qui n'est pas forcément pris en compte. Donc là, toutes les anecdotes que je vous raconte là, c'est du vécu, pas forcément avec le même industriel. Par exemple, une petite chose ici, là, donc, le soft en question, c'est un firmware. Et donc, je regarde le firmware. Et puis, je fais quelques opérations dessus. Et qu'est-ce que je retrouve? Une chaîne de copyright. Ah, je connaissais la boîte en question. Je dis, bon, bah, très bien, la boîte, c'est une PME. Hein, ils sont peut-être une dizaine à faire un certain type de librairie. Donc, si j'étais attaquant et que je récupère un bout de firmware, eh ben, je pourrais aller rendre visite à la petite PME. Je suppose qu'au niveau sécurité, ils doivent être un petit peu plus légers qu'un Safran ou qu'un Dassault. Et par contre, par effet de bord, je peux peut-être introduire des failles dans le produit final. Donc en fait, il n'y a pas forcément cette démarche d'aller auditer le code final pour savoir s'il y a de l'information qui pourrait être utilisée à des fins d'attaque. Donc voilà, toute cette chaîne ici, qui est, enfin, nous on s'intéresse essentiellement à ça, mais sanctuariser les logs de build ou sanctuariser les binaires qui sont générés, être capable de reproduire un build à l'identique, on l'a vu ce matin, c'est quelque chose qui est faisable. Moi, du monde d'où je viens, donc avant j'étais chez un éditeur de logiciels qui faisait un OS temps réel, et donc les outils que nous on générait, on était capable de les régénérer à l'identique sur 10 ans ou 15 ans, parce que contractuellement, on devait faire on devait fournir la possibilité de faire des patchs sur des logiciels qui avaient été libérés 5-6 ans avant. Donc, c'était pris en compte dès le départ dans notre façon de générer nos outils. Donc, cette génération de build à l'identique, c'est quelque chose qui est clé. Parce que si la machine elle reste polluée tout le temps, et si à un moment donné, un attaquant arrive à rentrer dedans et qu'il arrive à injecter un fichier, que ce fichier il est pris en charge par le build, eh ben, tant que la machine n'est pas initialisée, ici, le soft, il sortira corrompu. Donc là, ici, c'est quelque chose qu'on demande systématiquement, parce que là, je pense qu'à peu près personne ne faisait des builds à l'identique, être capable de régénérer donc le binaire à l'identique. Donc ça implique d'avoir une bonne gestion de source ici. Ça oblige à avoir une gestion de conf à peu près sérieuse sur tous les outils qui interviennent dans la chaîne de transformation, donc les librairies tierces, les outils éventuellement de transformation, donc les compilateurs, les hotcopies, enfin, tout ce qui peut servir à la chaîne de transformation. Et tout ça étiqueté avec des labels corrects. Et quand on dit, bah voilà, je veux régénérer la version 1.2.3, eh ben, on a toute la liste des labels de chaque repo, les sources, les outils, les scripts de build, et tout ça, on est capable de régénérer un build à l'identique. Alors quand je dis build à l'identique, on va peut-être pas nécessairement faire un diff ou un hash binaire, mais nous on s'intéresse essentiellement, enfin, je pense que si on est capable de prouver que les sections loadables, celles qui atterrissent en mémoire de la station ou du missile, enfin tout ce qui arrive en mémoire en conditions opérationnelles, si on arrive à certifier que c'est identique, là, je pense qu'on a déjà fait un grand pas. Voilà donc tout ce qu'on a pu auditer lors de nos périples chez les industriels. Et donc on arrive, donc pour l'instant, on est en phase d'audit et de recommandations. Donc, on peut leur expliquer pourquoi c'est mal de ne pas faire ça. Après, ils nous disent, bah, OK, on peut corriger, on peut pas corriger. Par exemple, pour l'histoire du hash entre celui qui prenait la clé USB, je lui dis, bah, si vous faites un hash sur le banc de test et que vous le comparez avec le hash qui sort de la prod, bah, c'est bon, vous avez gagné. Il me dit, bah, c'est tout. Je dis, bah, oui, c'est tout. Donc, OK, la semaine d'après, c'était fait. Donc, il y a des petites solutions comme ça qui ne coûtent pas cher, mais qui permettent d'assurer un minimum de sécurité. Donc, en fait, là, le cas des librairies tierces et outils tiers. Nombreuses librairies incluses dans le produit final, donc ça augmente la surface d'attaque. Donc, on en a un petit peu parlé ce matin. Hein, quand on commence à intégrer tout un tas de choses, bah forcément, on augmente le nombre de librairies.
on augmente le nombre de choses qui atterrissent sur le produit final. Et donc, forcément, on est plus susceptible d'être attaqué. Donc, récupération des outils pas dans les règles de l'art, donc pas de contrôle d'authenticité et intégrité. Donc, évidemment, ça offre la possibilité d'installer des pièges en produit final. Donc, chez un industriel, quand on a parlé de ça, celui qui a récupéré son joujou par FTP, s'il nous a demandé est-ce que vous pourriez faire une attaque, ouais. Donc, on lui a monté une attaque et on lui a perverti son build en faisant. Alors on suppose que l'attaque par Man the Middle, ça ne faisait pas partie du scénario parce qu'il y en a qui savent très bien faire ça. Mais l'idée de modifier un outil à la volée entre la récupération d'un site supposé de confiance et comment dire, le récupérer chez l'industriel. Et du coup, quand il utilise son outil dans son build, et les images sont corrompues. Donc, quand il a vu ça, il s'est dit oui, effectivement, on va essayer de faire mieux. Ensuite, analyse des CLE associées à ces librairies sont toujours faites. Donc là, c'est un petit peu le même style d'anecdote que ce que je vous ai raconté tout à l'heure, où là, le stack USB, il avait 3 ans de retard. Il a dit, mettez-vous à jour, renseignez-vous. Et donc, ce simple réflexe-là, c'est pas encore un réflexe. Donc, après, les choses commencent à évoluer. Hein. Les anecdotes que je raconte, là, sur celui-là, ça date de 2018. Hein. Donc, les choses évoluent, surtout avec les affaires SolarWinds, Forgy. Les gens commencent à intégrer le fait que, quand on récupère du soft, on peut récupérer des problèmes avec. Oui, d'ailleurs, l'attaque SolarWinds, donc un petit mot. Donc ça, c'était l'électrochoc avec le Forgy, qui a fait prendre conscience aux industriels, à peu près à tout le monde, que si c'est compliqué d'aller attaquer un Microsoft, un Orion frontalement, si on attaque un prestataire, on peut gagner. Donc là, je ne reviens pas dessus. C'est un MS build qui a été prôné, donc il a injecté du code à la volée avant que ce code soit sorti. Et donc là, 18 minutes clients. Donc on parle de SolarWinds, mais bon, c'est pas le seul cas. Depuis 2003, ça fait un petit moment qu'il y a des compromissions sur tout ce qui est supply chain. Et donc, de ce que j'ai compris ce matin, ici, ça évolue encore plus vite. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte par les attaquants. Et plutôt que d'aller attaquer les gens frontalement, on passe à côté, par derrière ou par le garage, et du coup, on a un effet désiré. Donc, lors de nos visites, donc quand on discute avec les gens, donc là, en fait, quand on va voir les industriels, on ne discute pas du tout SSI. Hein. La première fois qu'on était voir un industriel, j'ai eu 3 RSSI en face de moi, avec une pile de dossiers comme ça sur tout ce qui était durcissement de l'OS, tout ce qui était règles de sécurité, l'APS, machin. Je dis, vous rangez ça, nous, on va discuter métier. On va dire comment vous travaillez. Et donc, du coup, les gens sont un peu plus relax, parce qu'on n'est pas de la DRSD ou on ne va pas les embêter sur des problèmes de dossier. Nous, on va leur parler de leur quotidien et voir ce qui marche et ce qui marche pas bien. Donc, en fait, sur tous les problèmes que j'ai exposés, donc vérifier l'intégrité et l'authenticité des binaires fournis par des tiers, donc à base de signature, de condensat, et si possible par des chemins différents. Donc, c'est un petit peu le minimum syndical. C'est si vous récupérez un soft d'un fournisseur, il faut quand même récupérer un hash, donc ce qu'on appelle un condensat, et c'est possible par un chemin différent. Parce que si le site est cassé, ou s'il y a un man in the middle, le gars, il récupère la librairie, il la modifie, il recalcule le hash, et il donne tout ça en disant tout va bien. Et donc, ce qu'on demande au minimum, c'est de récupérer le hash par un autre chemin. Pareil pour l'anecdote où je parlais, là, sur le site FTP. Au moins, on leur demande d'envoyer le hash par un mail ou quelque chose, un autre moyen de vérifier que ce qu'on a récupéré par le site FTP
correspond bien à ce qui est attendu. Alors, il y a d'autres départements au sein de la DGAMI, donc tout ce qui est architecte. Eux, ils ont édité un document pour les bonnes pratiques pour le paranoïaque de l'open source, où là, on va récupérer les packages par trois sources différentes, comparer les hash, regarder s'ils sont tous identiques, pour vérifier qu'on a bien le bon package. Alors, ça peut paraître exagéré, mais vu la sensibilité des logiciels qu'on traite, on n'est pas en face d'un mec en capuche au fond de ce garage, mais plutôt en face d'une armée de gars qui savent ce qu'ils font. Donc, l'information, on considère qu'ils l'ont, et donc les scénarios qu'on envisage sont quand même, bon, peut-être pas exagérés, mais potentiellement plausibles. Ensuite, on leur demande de vérifier l'intégrité des productions qui sont faites à chaque étape. Donc, source vers objet. Donc là, l'attaque SolarWinds, où là, on a un source A. Durant la phase de compile, le A se transforme en A' pour générer un objet. Et ensuite, le source A', bah, lui, il est supprimé. Donc, on n'a aucune trace. Sauf que si on demande aux outils, bien gentiment, l'outil, un compilateur par exemple, même si c'est un compilateur ADA, hein, il va générer des informations de debug qui permettent de faire une corrélation entre ce qui est généré dans les objets et les sources qui les ont générés. Donc ça peut faire une boucle de feedback pour s'assurer que la phase de transformation, enfin la phase de compilation, c'est n'a compilé que ce qui est légitime. Pareil pour les exécutables. Donc en fait, si on demande à un éditeur de lien bien gentiment, il peut nous générer ce qu'on appelle un mapfile. Et donc là, dans le mapfile, on a la liste de tout ce qui a contribué à générer l'exécutable. Donc pareil, on va récupérer tous les points hauts, tous les points A, les DLL, tout ça. Et on peut refaire un croisement avec les sources qui sont légitimes. Et donc, fournir des condensats binaires produits et vérifiés avant de passer à l'étape d'après. Donc là, c'est pour s'assurer que d'une phase à l'autre, rien n'a bougé. Alors là, avoir une politique de gestion de sources rigoureuse, c'est ce que je disais tout premier, où là, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut n'importe où. Donc, au minimum, appliquer un preview, c'est-à-dire que quand il y a un développeur qui veut rentrer du code, il demande à un de ses copains, si possible, architecte, de vérifier que le code est correct. Avoir un détenteur unique de branche d'intégration. Donc, l'idée, c'est quand même que chaque développeur ait sa propre branche de développement. Et quand il dit « ça y est, j'ai fini », il demande à l'architecte de faire le peer review. Et le peer review, ce qu'on appelle le merge, donc est fait par une personne ayant autorité à faire ces merges-là, une fois que l'architecte, c'est lui qui va faire le merge, peu importe, a donné son feu vert. Ce qui est important aussi, c'est séparer le rôle de développeur et responsable de chaîne de prod. Donc ce dernier doit être le seul capable de modifier les règles et l'environnement de libre. Ce qu'on voit comme les développeurs, ils ont accès à peu près à n'importe quoi. Il dit, ah bah tiens, j'ai trouvé une petite théorie sympathique, donc je fais mon code source, très bien, mais j'ai aussi modifié mon petit script de build, et puis j'ai rentré ma librairie dans l'environnement de build, et comme ça, ni vu ni connu, tout ça, ça marche bien. Sauf qu'on le verra après, au niveau SBOM, tout ça, bon, bah, ça peut poser des problèmes. Et donc, pour moi, ce qui est la mesure la plus critique, c'est être en mesure de reproduire un build à l'identique. Repartir d'une machine vierge, la coupler avec les versions spécifiques des outils et bibliothèques tierces, et sanctuariser les conditions. Donc, en fait, là, si on est capable de reproduire le soft à partir d'une machine vierge, machine réelle ou virtuelle, hein, je pense que maintenant, en termes de virtualisation, on a ce qu'il faut pour c'est quand même un peu plus confortable. C'est une machine qu'on entend en RAN. Si on est capable de reproduire les softs identiques, ben on a quand même une certaine assurance qu'on maîtrise la globalité de ce qu'on génère. Donc, comment est-ce que ça se met en place? Donc, ici, on prend le code, on fait du peer review avec les branches ownership, ça arrive ici. Donc, ici, le repo est en readme, on instancie une machine vierge, on va récupérer les sources tiers qui sont actualisées. La copie va générer des objets, on peut faire une corrélation objet-source pour s'assurer que le bin n'a pas été compromis. Ensuite, à partir de ces objets, on va générer des exécutables, on va les assembler.
Et donc, on peut faire des corrélations de binaires sources, tierce partie, et produire un condensat. Ce condensat, il est envoyé dans les packages. On vérifie que les images qui constituent le package étaient bien constituées des images légitimes. Et une fois qu'on envoie ça en opération, on vérifie que le package est signé, authentifié, on vérifie la signature une fois qu'il est enfin, avant d'installer le package. Donc là, en fait, avec toutes ces, ces phases durant la chaîne de transformation, on s'assure d'un minimum d'intégrité de la chaîne de bits. Donc, une fois qu'on a mis ça en place, on s'est aperçu, on a été voir un peu ce que faisaient les autres, hein, parce que, en fait, tout ce que je vous ai raconté là, c'est uniquement basé sur les constats que nous, on a vus en auditant nos industriels. Mais bon, on s'aperçoit qu'ici, ce qu'il y a là, dans SLA, ça ressemble pas mal à ce qu'on avait buildé. Quelque part, ça rassure, on n'est pas vraiment très loin de la target. Et quand on réfléchit deux fois, on dit, de toute façon, finalement, c'est pas, la science très profonde. Donc, SolarWinds, les développeurs doivent avoir une maîtrise fine de ce qu'ils construisent, mais aucun contrôle sur la validation sécurité du produit. Donc, spécialisation des métiers, et tout ira bien. Ensuite, bon, les agences, tout ça, tout le monde y va de son petit guide, plus ou moins épais. Ça dépend si on est américain ou pas. Ils sont assez généreux sur ces guides. Donc, intégration des dépenses tierces, j'en ai déjà parlé. Donc là, je ne parle pas forcément d'open source. Ça peut être open source, mais c'est surtout que là, dans nos cas, nos industriels, eux-mêmes, leurs sous-traitants. Et donc, ce qu'on leur demande, c'est comment de vérifier, comme je l'avais dit tout à l'heure, que ce qu'ils récupèrent de leurs sous-traitants est correct vis-à-vis de l'intégrité, d'authentification, etc. Donc, on leur demande de récupérer ça avec un contrôle d'authenticité et d'intégrité pour éviter de se faire cloner. Et puis, on leur demande de s'intéresser à leurs sous-traitants, savoir comment est-ce qu'ils développent leur logiciel. Donc, idéalement, ce que nous, on fait vis-à-vis d'eux, on leur demande de faire la même chose vis-à-vis de leurs propres prestataires. Ceci dit, on a eu un audit où là, on a audité le prestataire et l'intégrateur. Au moins, on est sûr. Alors, logiciel open source, un petit mot là-dessus quand même. Donc, on récupère le logiciel open source n'est pas forcément plus sécurisant. Certains sont développés par de très petits groupes, donc voire un seul développeur. Donc, le logiciel peut être dépendant d'une brique non maîtrisée. Donc, il y a un petit gars qui a pété un câble en disant moi j'en ai marre, je bosse pour que dalle. Il y en a qui se font des millions sur mon dos. Eh ben, je vais casser deux, trois trucs et puis on verra ce qui se passe. Et là, c'est des bazars. Donc, attention, quand vous intégrez donc, des logiciels open source, peut-être un audit de code, comme ça. Enfin, c'est ce qu'on préconise. Après, tout le monde n'a peut-être pas les moyens de faire ça. Log4j, bon, je pense que là, tout le monde en a parlé ce matin, donc on va pas y revenir. Là, donc, build à l'identique. Et donc, évidemment, on arrive inévitablement sur le software guide material. C'est la liste de courses que l'industriel a utilisée pour faire son logiciel. Donc, ce qu'on leur demande, c'est de nous lister tous des outils, des librairies, des fichiers de source, tout ce qui a été utilisé pour générer le logiciel. Alors, il y a aussi une petite chose qui est un peu spécifique. Certains industriels bossent sur plusieurs projets chez nous et ils ont tendance à réutiliser du code. C'est bien naturel. Seulement, nous, on n'est pas forcément au courant. Et si on trouve un problème dans un code, on va bien savoir si ce code-là a été réutilisé ailleurs, savoir si on a une action à faire sur des choses qui ont sont peut-être déjà dans la nature. Et donc, ce software development material, il doit aussi prendre en compte la réalisation du code. Donc ça, c'est des petits problèmes qu'on a, nous, vis-à-vis de nos industriels. Tout ça, c'est pas encore super carré. Donc là, SBOC, donc on a déjà parlé ce matin, je vais pas y revenir.
Donc, tout le monde se rend compte du problème, et donc tout le monde y va avec des environnements qui sont déjà préparés pour cette feature. Enfin, donc, avant de conclure, bon, finalement, c'est ce qu'on disait ce matin, on repart, qu'est-ce qu'il nous faut? Parce que si par effet comment dire, par récursion, on fait confiance à rien, on va quand même faire confiance au compilateur. En théorie, ouais, ce serait pas mal, sauf que je vous encourage à lire cette petite note qui est de 84, hein, c'est quand même pas récent, sur la façon de modifier un compilateur, comme le compilateur est compilé avec le compilateur. La première phase, vous ajoutez du code, et ensuite, le code, vous l'enlevez, mais comme le code est compilé avec le compilateur qui a déjà le problème, il va constamment générer du code supplémentaire dans tous les codes sources qu'il va compiler, sans trace. Je disais donc ça, c'est assez différent. Et donc pour conclure, règle numéro 1, il faut absolument maîtriser son environnement de build. Donc la reconstruction from scratch est identique, c'est une absolue nécessité. Donc en fait, et prouver l'intégrité du build à la livraison. Donc là, j'en ai parlé tout au long de cet exposé. Moi, si l'industriel est capable de prouver qu'il est capable de refaire le build à identique, c'est que déjà, il maîtrise la globalité de ses dépendances. Aussi, il faut connaître la totalité des dépendances, donc c'est sous l'ensemble de ça, hein. Avoir des origines sûres et intègres, donc il faut commencer à avoir le réflexe de comment récupérer du code quand ce code vient d'une source non maîtrisée. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de corréler des sources différentes avec des hashes? Bon, il y a des règles qui peuvent être mises en place pour ça. Et donc, maîtriser les risques associés à ces dépendances, parce qu'évidemment, les dépendances, elles seront là parce qu'elles nous facilitent la vie. Hein, on ne va pas tout refaire de zéro à chaque fois. Mais il faut être conscient que quand on récupère quelque chose qui est là pour nous aider, ça peut aussi être contre-productif. Donc tout ça, en fait, là, ce sont des constats, des recommandations qu'on est en train de mettre en place. Et donc là, on est en train d'édifier ce qu'on appelle des exigences. Et donc, on va demander à intégrer dans le cahier des charges qu'on va faire des soumissions d'offres aux industriels. Et donc, au même titre qu'on a de la sécurité, des coding conventions pour le C, juste comme ça, on aura aussi des requirements qui concernent la chaîne de transformation, la chaîne de production logicielle. Voilà donc le point de vue de la DGA sur l'histoire. Si vous avez des questions. Une question. Tu as parlé des SBOM, mais les SBOM, pour relier les SBOM après aux vulnérabilités, il faut avoir des identifiants uniques. Ça n'a pas l'air si évident que ça. Il faut savoir quelle base aller viser ensuite le NIST ou autre. Et puis toutes les vulnérabilités n'ont pas un CVE associé. Alors comment ça peut être pris en compte? Alors ça, c'est un vrai problème. Parce que, donc en fait... Ah bon? En fait, au sein du département, on travaille sur ce qu'on appelle des proof of concept, enfin des petites expérimentations qui peuvent permettre d'illustrer certains cas pratiques ou certaines solutions des problèmes. Alors, par exemple, pour les SBOM, donc sur du développement croisé, là, on a regardé le MAFile, on a regardé toutes les librairies qui constituent, et donc on a une liste de librairies. Et donc, de ces librairies, et c'est là où le bas blesse, hein, c'est être capable, enfin, suivant l'infrastructure, disons que ce soit du Linux, on va récupérer le package. Et à partir du package, là, il faut qu'on soit capable de construire ce qu'on appelle un CPE, donc un Common Product Enumeration, qui est une chaîne JSON, évidemment, parce que c'est à la mode, qui fait 3 lignes, et il y a le vendeur, une version, etc. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Alors, comme nous, on évite d'aller traîner sur Internet. On est en train de mirorer des informations de base, CVE, entre autres, NIST et compagnie. Et donc, on a des phases on va mettre des phases des cross-refs en disant, bah voilà, telle librairie, c'est tel CPE, et on va faire des requêtes sur le CVE. C'est une solution qu'on essaie de mettre en place pour résoudre ce problème-là. Maintenant, quand on a des CVE qui ne sont pas référencés, enfin, quand on a des problèmes, des
des vulnérabilités qui ne sont pas référencées par des CVE. C'est le cas, par exemple, d'un software, de code reuse d'un industriel qui va d'un projet A à un projet B, sans nous le dire, où il ne versionne pas les sources, ça arrive. Et on a trouvé un problème parce que c'est amélioré. Donc, on a trouvé un petit souci dans une librairie. Là, on n'est pas capable de dire cette librairie-là est prête tel produit parce qu'on n'a pas de corrélation, enfin, on n'a pas de base. Et ça, donc, on a remonté le problème. On est en train de réfléchir à des solutions là-dessus. Mais ce sont des solutions légères, donc pas accessibles au commun des mortels. De toute façon, après, les logiciels qu'on traite ici, ce sont des logiciels assez sensibles, donc ce n'est pas les trucs qu'on va récupérer sur Internet. Donc, on garde ça sous notre chape de plomb. Mais bon, on réfléchit au problème.